Nouvelle conférence des Trésors de Richelieu qui sera consacrée ce soir aux médailles italiennes du Grand Turc. Cette conférence sera présentée conjointement par Philippe Malgouir et Paul Froment. Alors, Philippe Malgouir est conservateur au Louvre, au département des objets d'art. Il est chargé de la collection de bronze, de pierres dures et d'armes. Et il a publié en 2020 le catalogue des bronzes italiens du Louvre. Paul Froment est conservateur à la BNF, au département des monnaies, médailles et antiques, où il est chargé de la collection de médailles. Messieurs, la parole est à vous. Bien. Je remercie la BNF et l'INHA pour nous donner la possibilité de présenter cette conférence. Je remercie très chaleureusement Philippe Malgouir d'avoir accepté d'être mon complice pour cette conférence, donc à deux voix, selon le format classique des conférences Les Trésors de Richelieu. Donc pour une conférence pour laquelle j'ai choisi ce thème des médailles italiennes pour le Grand Turc, en lien avec la thématique annuelle de la Galerie Mazarin, le monde pour Horizon, et donc avec cette possibilité ici d'avoir ce dialogue, ce contact entre art et entre des artistes italiens et un souverain ottoman. Et en particulier, j'ai proposé cette conférence autour de la thématique des médailles, des objets qui me semblent du plus grand intérêt et qui aujourd'hui pourraient sans doute être davantage étudiés qu'elles ne le sont. Donc il s'agit de redonner aussi ces lettres de noblesse et attirer l'attention sur la collection de la Bibliothèque nationale de France, qui est une collection extrêmement importante, l'une des plus importantes au monde, et une collection qui a besoin d'être mise davantage sous les feux des projecteurs. Une collection de médailles, donc le département des monnaies, médailles et antiques, pendant longtemps, s'est appelé le cabinet des médailles, c'est son nom historique. Alors par médaille, on entendait en réalité jusqu'au début du XXe siècle deux formes d'objets différents, à la fois les monnaies antiques et aussi donc les médailles modernes, donc les médailles qui sont des objets d'art inventés au XVe siècle en Italie, qui reprennent en partie les codes de la monnaie antique, avec donc des objets métalliques circulaires, avec un droit, un revers, mais avec cette différence qu'il ne s'agit pas d'objets qui ont une valeur d'échange marchand, mais au contraire d'objets commémoratifs. Les collections donc, du cabinet des médailles sont des collections qui remontent loin dans l'histoire de la monarchie française. Il est difficile de donner une date de naissance au cabinet des médailles, qui est vraisemblablement une institution qui est née progressivement auprès des monarques français. Depuis le XVIe siècle, on a un garde du cabinet des médailles. Donc la première mention, donc la certitude que cette institution existait en tant que telle. Et c'est aussi un élément qui donne vraiment sa profondeur à cette collection de la Bibliothèque nationale de France. C'est une collection ancienne qui remonte loin dans le temps. C'est une collection également numériquement considérable, avec environ 100 000 médailles, ce qui en fait je pense, d'assez loin la collection la plus importante au monde. Et c'est également une collection qui comporte évidemment un certain nombre de points forts. Du côté des médailles royales françaises, comme on pourrait s'y attendre évidemment, puisque c'était d'abord l'institution dans laquelle les rois de France déposaient les médailles à leur gloire, à leur effigie, mais également des collections qui se sont considérablement enrichies au XIXe et au XXe siècle, avec la mise en place du dépôt légal à partir de la Révolution française. Le dépôt légal donc, ne concerne pas seulement le livre, il concerne également d'autres supports comme l'estampe, et depuis 1790, la médaille.
Cependant, à côté de ces points forts auxquels on pourrait s'attendre à la Bibliothèque nationale de France, au cabinet des médailles, il y a également un autre point fort, moins connu du grand public, mais également souvent sous-estimé, même dans les cercles de spécialistes et dans les cercles savants. Et cet autre point fort, ce sont les médailles italiennes de la Renaissance. Donc la médaille naissant en Italie autour des années 1430-1440, en particulier autour du peintre Pisanello, et je pense que Philippe Malguir s'étendra davantage sur ce sujet. La collection de la Bibliothèque nationale de France, en fait, je voulais vraiment insister d'abord sur cet aspect d'histoire des collections, et une collection qui est assez fondamentale, extrêmement importante, parce qu'il s'agit d'un fonds ancien, comme je l'ai dit, et un fonds anciennement documenté. Et c'est surtout ça l'aspect important, c'est-à-dire qu'on sait qu'il existait des collections anciennes de monnaies, de médailles en Europe dès la fin du Moyen-Âge, et ensuite des collections de médailles qui se mettent en place au moment de la Renaissance. Mais on a souvent très peu d'éléments qui nous permettent de travailler de façon extensive sur ces fonds, parce qu'on a très peu d'inventaire. L'intérêt des collections du cabinet des médailles, c'est précisément qu'on a des inventaires qui sont tenus au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, en particulier en lien en fait, avec l'histoire institutionnelle du cabinet des médailles, puisque le cabinet des médailles donc, est rapproché de la Bibliothèque nationale, Bibliothèque royale à l'époque, en 1666. Nous sommes à peu près à l'emplacement de la Bibliothèque royale en 1766, au moment où elle s'installe rue Vivienne, après avoir été girovague pendant longtemps. Et le cabinet des médailles s'installe également en 1666, quelques mois après la Bibliothèque royale, à quelques mètres au-dessus de nos têtes. Et donc cette proximité physique a entraîné un rapprochement également des collections, en particulier du point de vue de l'usage que pouvaient en faire les savants du XVIIe siècle. Et Louis XIV, qui était très attaché à sa collection de médailles, en fait, demande, lors de son installation à Versailles en 1682, que la collection le suive. Et donc, à partir de ce déménagement des collections, déménagement partiel, puisqu'un certain nombre d'objets restent ici, mais ce déménagement partiel des collections va entraîner la rédaction d'inventaires qui sont encore aujourd'hui conservés et qui nous permettent d'avoir, en fait, un état des lieux de cette collection dans les années 1680, puis ensuite, à la mort de Louis XIV, les savants parisiens réclament le retour du cabinet des médailles à Paris, et donc dans les années 1720, on a une deuxième vague de rédaction d'inventaires, et donc en croisant tous ces inventaires, on peut observer justement l'état de la collection, donc à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, également l'évolution entre ces deux dates, donc autant d'éléments qui sont extrêmement précieux et excessivement rares dans l'histoire des collections de ce type d'objets, même dans l'histoire des collections en général. Donc le fonds de médailles italiennes de la Renaissance du cabinet des médailles est extrêmement ancien, et je vous propose donc à l'écran simplement des captures, enfin des images du catalogue des médailles de 1685 et un autre catalogue qui date vraisemblablement de 1723, en tout cas des années 1720, pour simplement montrer l'importance dès cette période des médailles italiennes dans les collections du cabinet des médailles. Vous avez donc à gauche, donc au moment où les médailles quittent Paris, un inventaire qui est dressé, et donc on dresse un inventaire spécifique pour les cardinaux princes illustres d'Italie, donc ce qui montre l'importance déjà de ce fonds. Et ensuite, dans les années 1720, quand les monnaies, les médailles reviennent à Paris, on a un catalogue, donc des monnaies d'or, d'argent de la collection qui est rédigé,
Et dans ce catalogue, comme vous pouvez le voir, on détaille donc les médailles italiennes. Alors, j'ai mis les papes ici, qui ne sont pas à 100% des médailles italiennes, mais quand même pour l'essentiel. Donc, les médailles papales, les médailles italiennes, et puis vous voyez ensuite pour les médailles d'argent, hein, les papes, les cardinaux, et puis on détaille en fonction des différents États ou différents territoires italiens, hein, Venise, Savoie, Florence, Mantoue, Parme, Ferrare et Prince d'Italie. Et la même chose pour les médailles d'argent moulées. Donc un fonds ancien, un fonds également qui se distingue par la qualité d'un certain nombre d'exemplaires qui sont très rares. Et donc par exemple ici, la médaille de Leone Leoni pour Philippe d'Autriche de 1549, qui est une médaille pour laquelle on a la chance d'avoir énormément de documentation, notamment sous forme de lettres qui sont échangées à la fin de l'année 1548, au début de l'année 1549, entre un certain nombre d'acteurs qui interviennent autour de cette médaille et qui permettent d'avoir une documentation très large sur son exécution, à qui elle a été remise. Donc on sait que Leone Leoni en a tiré 3 exemplaires en or, un pour Charles Quint et un pour les 2 sœurs de Charles Quint qui étaient avec lui à Bruxelles au début de l'année 1549. Et donc il est assez vraisemblable de penser qu'une de ces 3 médailles donc, originales tirées par Leone Leoni pour donc Charles Quint et ses sœurs, arrive au cabinet des médailles à une date indéterminée. Elle est dans les collections dès la fin du XVIIe siècle. Et donc cette possibilité de retracer quand même cette histoire me semble extrêmement précieuse. Et par ailleurs, une des caractéristiques fortes de la médaille, c'est une thématique qui va être beaucoup abordée ce soir, c'est qu'il est très difficile de dater précisément en fait, la date à laquelle une médaille a été tirée. Vous avez très souvent des éléments de datation qui sont présents sur les médailles, mais des éléments de datation qui renvoient en fait à la date d'invention de la médaille, la date à laquelle la première médaille est tirée, encore que parfois, d'ailleurs, la date peut être aussi en fait une date de restitution. Mais s'agissant de métal, en fait, il n'existe aucun élément de datation certaine. On n'est pas sur des matériaux organiques qui pourraient être datés par le carbone 14, par exemple. On n'a aucun élément qui permette de dater le métal. Et donc, la seule possibilité de dater, éventuellement, c'est de s'appuyer sur des critères stylistiques, des sources d'archivistique, etc. etc. Et donc, c'est un aspect dont on va discuter. A priori, ici, avec la médaille de Leone Leoni, on est donc sur un original de 1549. Et hélas, on pourra pas vous présenter d'autres originaux du XVe siècle ce soir pour les médailles de Mehmet II. C'est un élément à prendre en compte, mais donc des retirages plus tardifs, et on s'interrogera entre autres sur la datation de ces retirages. Je vous présente également une autre médaille de Leone Leoni, présente dans les collections depuis le XVIIe siècle, en argent, qui représente l'arétin. Et pour terminer, donc, une médaille à l'effigie de Louis XI, d'après Francesco Laurana. D'après, en fait, donc, Laurana a travaillé dans les années 1460 et 1470 en France, notamment pour René d'Anjou. Et donc ici, vous avez une illustration de cette problématique du retirage des médailles, parce que vous êtes vraisemblablement sur une médaille exécutée, en tout cas longtemps après la mort de Laurana, où on a repris un modèle de Laurana et on l'a retravaillé. En fait, je tenais à montrer cet exemplaire parce que je pense que par rapport notamment à l'exemplaire de la médaille de Tricaudet qu'on a, on peut voir un certain nombre de caractéristiques stylistiques qui peut-être nous donnent un certain nombre d'indications sur la datation de cette médaille de Tricaudet, en tout cas de l'exemplaire en argent qu'on va vous présenter ce soir, puisque cette médaille de Laurana n'est pas présente dans le catalogue de 1680. Donc,
ce que je vous présente ici, cet élément donc, de cet inventaire des années 1680, ça renvoie en fait à un exemplaire en bronze qui est également conservé au cabinet des médailles. Donc la médaille en argent n'apparaît toujours pas dans le catalogue de 1689. Et par contre, dans le catalogue donc, de 1723 ou des années 1720, là, ici, vous êtes sur la médaille en argent qui correspond à l'exemplaire que je vous montre là, ce qui veut dire que vraisemblablement, entre la fin des années 1680 et le début et donc les années 1720, on a décidé de reprendre la médaille de la Urana qui devait être conservée dans les collections royales, mais dans un état peu satisfaisant et qui n'était pas suffisamment considéré comme pas suffisamment beau pour la collection royale. Et donc on en a fait un retirage en argent à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer trouver dans la collection royale. Et donc c'est intéressant d'avoir ça en tête pour se dire que c'est une des stratégies de retirage des médailles. L'histoire en fait des médailles qu'on va présenter ce soir est une histoire sans doute beaucoup plus récente que le XVe siècle dans lequel elles ont été imaginées et XVe siècle au cours duquel il y a eu les premiers tirages. C'est une histoire quand même en grande partie du XIXe siècle. Le XIXe siècle étant une période qui correspond à un renouveau de l'intérêt pour la médaille et en particulier pour les médailles italiennes de la Renaissance. Vous avez en particulier à Paris de grands collectionneurs qui constituent des ensembles majeurs de médailles italiennes de la Renaissance. Parmi ces grands collectionneurs, Gustave Dreyfus, qui a constitué une collection très importante d'œuvres de la Renaissance, parmi lesquelles une collection de médailles, une collection de plaquettes. Et donc qui contribue à un renouveau de l'intérêt pour ces médailles. Et donc la collection de Gustave Dreyfus a été vendue en bloc à un marchand new-yorkais, Joseph Duvaine, qui ensuite l'a revendue en grande partie à Samuel Kress. Et aujourd'hui, c'est une collection qui se trouve à la National Gallery de Washington, mais qui est née en fait au départ à Paris. Dans ce sillage des collectionneurs parisiens du 19e siècle, vous avez un travail en fait qui est extrêmement importante d'érudition aussi qui est menée. Donc vous avez des collectionneurs qui ouvrent assez largement leurs collections, qui eux-mêmes se passionnent pour les collections et qui font un travail de compréhension de ces médailles italiennes de la Renaissance qui est vraiment fondamentale, qui reste encore aujourd'hui une somme de travail considérable pour comprendre l'histoire de ces médailles, un travail d'ailleurs qui est aussi souvent mené en collaboration avec les conservateurs de la Bibliothèque nationale à l'époque, même d'ailleurs dans les années 1837, on est encore à une période où c'est la Bibliothèque royale, avec également les conservateurs du Louvre. On a un travail étroit entre donc, des conservateurs, des érudits, des collectionneurs qui permettent de mettre en série un petit peu ces médailles et d'en dérouler un certain nombre de caractéristiques. Et donc, par exemple, ici, dans le trésor de numismatique et de glyptique, vous avez une des premières mentions de l'une des médailles dont on va parler ce soir. Donc le numéro 2, la médaille qu'on surnomme la médaille de Tricaudet. Deux contributions majeures dans la deuxième moitié du 19e siècle autour de Alois Heiss et surtout Alfred Armand, qui publie des ouvrages qui sont encore des références très précieuses pour nous aujourd'hui. Et donc en particulier Alfred Armand, qui est un personnage central dans l'histoire des collections, d'abord dans l'histoire vraiment dans l'historiographie de la médaille et dans l'histoire des collections de la Bibliothèque nationale. Vous avez d'ailleurs sur ce très beau portrait d'Alfred Armand sur la fin de sa vie, un petit tableau ici avec un certain nombre
de médailles qui sont installées, enfin un cadre avec un certain nombre de médailles installées donc dans ce cadre. Et donc Alfred Armand qui a publié un ouvrage qui fait encore référence aujourd'hui, hein, les médailleurs italiens des 15e et 16e siècles. Et donc ici en particulier, donc vous retrouvez la mention donc, de la médaille de Tricaudet. Alfred Armand est extrêmement important pour l'histoire des collections de la bibliothèque, puisque à son décès, il lègue 10 000 francs à la Bibliothèque nationale pour acheter des médailles italiennes de la Renaissance, et il lègue sa collection de médailles, à partir de laquelle il a travaillé pour constituer son ouvrage, à son meilleur ami, Prosper Valton, qui l'a beaucoup secondé d'ailleurs dans sa tâche. Et à la mort de Prosper Valton, la veuve de Prosper Valton vient voir la bibliothèque et propose donc la collection désormais Armand Valton, parce qu'elle a été beaucoup enrichie par Prosper Valton, qui a remplacé les exemplaires de médailles les moins convaincants par d'autres exemplaires qu'il jugeait plus convaincants. On discutera également de la qualité éventuelle des tirages de cette collection. Et donc, cette collection arrive au cabinet des médailles en 1907. Donc, la veuve de Prosper Valton demande à la bibliothèque de payer en fait, les droits de succession. Donc, c'est en échange du don de la collection. Donc, c'est un des premiers exemples de dation avant l'heure. Donc, si on reprend un petit peu le fil donc, de cette histoire des collections de la bibliothèque, qu'on peut voir ici sous cette forme de tableau à double écran, et puis on regardera d'un petit peu plus près les médailles ensuite à la caméra. La Bibliothèque nationale de France donc, a 7 médailles à l'effigie de Mehmet II par des artistes italiens. Et donc avec des origines diverses. Donc la médaille de Tricaudet, qui vraisemblablement était dans les collections au XVIIe siècle, elle résiste encore à mes recherches, donc j'ai du mal à réussir à la retrouver dans le registre, mais ses caractéristiques stylistiques font véritablement penser à un objet arrivé au XVIIe siècle dans la collection, à vérifier. Ensuite, le gros du noyau arrive en 1907 avec la collection Armand Valton. Et donc, on retrouve donc, la médaille de Tricaudet, un exemplaire donc, de la médaille de Gentile Bellini, un exemplaire de la médaille de Bertoldo di Giovanni et un exemplaire de la médaille de Costanzo da Ferrara. Alors, que j'ai mis dans cet ordre chronologique, mais on aura l'occasion également de discuter de la question de l'ordre chronologique de la création de ces modèles. Donc des exemplaires qui, en particulier pour la médaille de Bellini, ne sont pas d'une qualité toujours extraordinaire. Ici, pour la médaille de Bellini, vous avez un certain nombre de caractères qui trahissent le fait qu'il s'agit d'un retirage du XIXe siècle, sans doute commandé par Alfred Armand ou par Prosper Valton. Et ensuite, pour terminer, donc d'autres exemplaires qui sont des acquisitions faites au XIXe ou au XXe siècle, sans doute avec la somme d'argent proposée, enfin offerte par Alfred Armand à la bibliothèque, et donc un autre exemplaire de la médaille de Bellini qui est très proche en fait de l'exemplaire Armand Valton, et un exemplaire de la médaille de Costanzo da Ferrara. Donc, en fait, vous avez un ensemble qui est quand même relativement complet par rapport à la production connue de médailles italiennes pour Mehmet II. Vous avez d'autres médailles, en réalité, qui existent
En particulier, vous avez un exemplaire à Washington, à la National Gallery, de la médaille de Costanzo da Ferrara, qui en fait a servi pour produire celle-ci, mais qui comporte des différences importantes. Et donc Philippe Malguir vous présentera cette première médaille de Costanzo da Ferrara. Vous avez une autre médaille qui est connue anciennement, qui est très problématique, qui a été un temps donné à Pisanello, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, mais donc qui est absente également des fonds de la BNF. Mais donc, à part donc, ces exemplaires manquants, on a quand même quelque chose de relativement complet. Si ce n'est que donc, depuis quelques années, on a le droit d'une médaille qui est en fait vraisemblablement le modèle de la médaille de Tricaudet, à moins que ce droit de médaille et la médaille de Tricaudet n'aient en fait un modèle commun qui sont apparus. Mais donc globalement, hein, pour revenir sur ces collections de la BNF, l'idée c'est véritablement que la BNF propose quand même un panel assez large et assez complet des médailles existantes de Mehmet II, mais comme je vous le disais, des tirages qui sont des tirages plus tardifs et en fait assez représentatifs de l'histoire des collections et de l'histoire de l'intérêt pour les médailles italiennes au XIXe siècle. Je propose donc de passer la parole à Philippe Malguir qui détaillera un petit peu plus la question véritablement de la production de ces médailles par des artistes italiens envoyés auprès du Grand Turc ou en réponse à des médailles produites par des médailleurs envoyés auprès du Grand Turc. Merci beaucoup. Je suis également très heureux de cette invitation, d'autant plus que cette collection du cabinet des médailles est vraiment une collection extraordinaire et, comme vous l'avez dit, largement sous-estimée, peu connue parce que finalement peu publiée aussi. Et donc souvent, les gens font une liste des exemplaires et ne savent pas qu'à la BNF, il y en a 1, 2 ou 3 ou plus même qui sont complètement restés inédits ou qui sont simplement mentionnés parmi les exemplaires qui existent, mais sans qu'on sache combien il y en a ni de quelle qualité. Donc je me réjouis beaucoup de cette initiative. Alors en premier lieu, il faut quand même se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de médaille, parce que, comme Paul Froment l'a rappelé, c'est un mot très ambigu, puisque les médailles, comme nous l'entendons, c'est-à-dire des objets qui n'ont aucune valeur monétaire, n'existent pas dans l'Antiquité. Je simplifie, on pourrait discuter, mais disons que grosso modo, ça n'existe pas. Et qu'à un moment, au milieu du XVe siècle, on appelle ces monnaies des médailles, et on décide de fabriquer des médailles modernes, alors qu'on fait des monnaies modernes, évidemment, mais qui vont obéir à une logique qui vient de ces monnaies de l'Antiquité, c'est-à-dire d'avoir d'un côté un portrait et de l'autre une scène, en général plutôt une scène allégorique, comme sur les monnaies romaines, qui vient commenter en quelque sorte un événement ou plutôt la personnalité de la personne qui est montrée au droit de cette médaille. Donc la question de l'intention pour la médaille est vraiment fondamentale. Il faut toujours se demander pourquoi est-ce qu'on a fait une médaille, parce qu'on ne fait pas une médaille comme on découpe un profil en silhouette ou un dessin ou un tableau. C'est un objet très très particulier dans son ambition par la référence qu'il fait à cette monnaie antique et qui porte en lui aussi la question du multiple. Puisqu'une monnaie, il y en a des beaux exemplaires et des moins beaux exemplaires, mais on ne sait pas combien on a frappé de telle ou telle pièce. Pour la médaille, c'est pareil, on ne sait pas combien d'exemplaires on en a tiré, on ne sait pas dans quel matériau on les a tirés. C'est évident que les plus beaux exemplaires devaient être en métaux précieux, et comme vous l'avez dit, je crois qu'on ne connaît aucune médaille du XVe siècle autre qu'en bronze, donc ça veut dire déjà qu'il y a très peu de chances qu'on possède même beaucoup de médailles du XVe siècle tout court dans les collections que nous avons. Cette double question, c'est-à-dire même triple, de l'imitation de l'Antiquité, donc avec le profil et l'allégorie, de l'intention de commémoration que ça représente,
et de l'articulation entre cette allégorie et le portrait est vraiment très importante. Et on doit garder ça vraiment extrêmement présent à chaque fois qu'on discute d'une médaille pour en comprendre toutes les facettes, en plus de la question de la date de la fabrication de l'objet qu'on a entre les mains, qui peut ne rien avoir, évidemment, avec l'objet imaginé par Pisanello au milieu du XVe siècle. Alors, je dirais juste un mot, et vraiment en guise d'introduction, et sans me lancer dans un discours trop long ou compliqué. L'opinion générale et consensuelle, c'est de dire que la plus vieille médaille connue, moderne, au sens où on l'entend, c'est le portrait de Jean VIII Paléologue, donc l'empereur byzantin, qui vient en visite en Italie à Ferrare, puis à Florence, pour le concile œcuménique qui devait réunir donc l'Église grecque avec l'Église romaine, donc un événement d'une importance cosmique à l'époque qui devait surtout permettre de repousser de conserve les Turcs. En tout cas, c'était l'espoir de l'empereur byzantin qui a été évidemment déçu puisque quelques années plus tard, justement, les Turcs prenaient Constantinople. Donc, comme on connaît la date de la venue de l'empereur à Ferrare, évidemment, c'est très facile d'en déduire apparemment la date de la médaille. Cependant, je dirais qu'il y a un problème lié à la fois à l'intention et à ce qu'on nous montre sur cette médaille, puisque si l'intention avait été de commémorer ce concile qui a été signé d'ailleurs à Florence, l'union des églises grecques et romaines a été actée. Sauf qu'après, les patriarches n'ont pas voulu le reconnaître, donc ça a été nul. Mais si on avait voulu célébrer la réussite de ce concile extraordinaire, on aurait montré la concorde, la religion triomphante, je ne sais quelle allégorie, et pas, comme vous le voyez, l'empereur qui se promène dans les bois et dans les champs autour de Ferrare à cheval pour chasser, puisqu'on sait que pendant le concile, c'est ce qu'il faisait. Il ne faisait qu'aller à la chasse. Lui, ce qu'il voulait, c'était qu'on lui envoie des troupes, et cette histoire de théologie ne l'intéressait pas du tout. Donc, indépendamment, ce n'est pas pour retirer aux historiens l'idée que c'est la première médaille et qu'on a sa date, mais si on se place du point de vue de la commémoration, il est difficile d'imaginer que cette médaille a été faite au moment où l'empereur était à Ferrare, dans ce grand ambition de mettre fin à ce divorce historique entre les églises grecques et latines, mais plutôt comme quelque chose qui est fait après coup, alors que le concile a déjà raté, et on se souvient de la venue à Ferrare de ce personnage très pittoresque qu'était Jean VIII Paléologue. Donc il y a plus de chances que les médailles que Pisanello a faites pour Leonello d'Este soient les premières médailles vraiment inventées par Pisanello, et qu'ensuite on ait commémoré le souvenir de cette visite du Paléologue. J'y opposerai un cas qui, lui, semble vraiment emblématique de ce que peut être la renaissance de la médaille dans l'imitation de l'antique. C'est cette médaille qui représente le patriarche d'Aquilée, Ludovico, une médaille absolument rarissime, je crois qu'il y en a 2 exemplaires, qui est toute petite. Donc, vous verrez sur la table, les médailles de la Renaissance sont en général des médailles de grande taille. Pourquoi ? Parce que ce sont des médailles, comme vous le verrez, qui sont faites par des peintres ou par des sculpteurs, c'est-à-dire par des gens qui ne savent pas faire des monnaies, qui sont le modèle des médailles, c'est-à-dire graver des coins, faire des œuvres de très petite dimension. Donc, évidemment, modeler dans la cire un portrait d'une dizaine de centimètres de diamètre, c'est une chose qu'un bon dessinateur ou un bon peintre ou un sculpteur peut faire. Graver un coin pour frapper une monnaie ou une médaille frappée, c'est évidemment un travail qui n'a absolument rien à voir techniquement. Ce qui est curieux, c'est que cette médaille de Ludovico, on la connaît qu'en métal, elle n'est pas frappée, mais elle est très petite, et il est très probable que l'orfèvre qui l'a faite, et j'insiste, ce n'est pas un peintre, avait décidé de produire une médaille frappée exactement comme une pièce antique. Et vous voyez d'ailleurs la différence, puisque c'est amusant, il y a une scène avec des chevaux aussi, donc ici on a une espèce de paysage rocheux, gothique, si on veut encore, pour simplifier, donc qui est vraiment le style de Pisanello. Et dans la médaille qui est contemporaine de l'autre, mais faite à Rome, dans ce milieu archi-snob du patriarche Ludovico, eh bien, on a fait exactement comme dans une monnaie antique, avec une ligne de sol, vous voyez, qui forme l'exergue, cette ligne horizontale qui délimite un champ
hors de l'image, dans lequel il y a une inscription exactement comme sur une monnaie antique. Donc vous voyez, il y a une conscience de l'imitation de la monnaie antique qui est beaucoup plus grande, évidemment, dans cette médaille. Le fait que la médaille à Rome n'ait pas eu de suite, alors que la médaille de Pisanello a une immense fortune, fait qu'évidemment, il est difficile de décider laquelle de ces deux médailles est la première, en quelque sorte, mais juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs problèmes de qui fait les médailles et pourquoi les fait-on, pour commémorer quel type d'événement. Une deuxième remarque qui va presque à l'encontre de tout ce que je viens de dire, mais qui est également fondamentale, c'est de voir que la médaille, dans tous ses premiers développements, c'est une chose qui n'intéresse que des particuliers. Et c'est un art de l'intime, ce n'est pas du tout l'art de propagande que ça devient à la fin du XVe siècle et ensuite au XVIe, au XVIIe siècle, où les médailles sont faites pour être répandues et avec elles répandre l'image du souverain, de ses vertus, etc. Et c'est très frappant quand on regarde les catalogues faits par Armand, par Heiss et ensuite par George Hill au début du XXe siècle, de voir que la plupart des gens qui sont portraiturés sont des inconnus ou des gens malgré tout de peu d'importance, c'est-à-dire les marquis de Mantoue deviendront des personnages importants, mais au XVe siècle, ce sont des petits condottieri, y compris le pouvoir un petit peu par la force dans des villes, des principautés qui sont quand même très très petites, et beaucoup de personnages dont on sait à peu près rien, si ce n'est qu'on leur a fait une médaille. Par exemple, je vous montre ici à la cour de Ferrare, Filippo Vadi qui donnait des cours d'escrime au prince de cette cour, et donc on lui a fait une médaille. D'ailleurs, il y a une médaille aussi du musicien qui donnait des cours de lyre de la même cour de Ferrare, ou un autre exemple à Rome, cette fois cette médaille très à l'antique, encore une fois, d'un sculpteur qui a pris un pseudonyme aussi à l'antique, qui s'appelait Lysippe Junior, rien que ça, et qui est un juriste absolument inconnu qui faisait partie d'une clique, on peut dire, d'esthètes très snobs autour de Pomponius Laetus à Rome et qui se faisaient entre eux des médailles pour leur propre plaisir. Donc c'est un art très intime où souvent ce qui est porté à l'arrière est difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas initiés. Et beaucoup des médailles de Pisanello restent mystérieuses, on ne comprend pas exactement ce qu'on veut nous raconter. Alors, cette histoire, cet épisode, on peut dire, parce qu'en fait, les médailles, il ne faut pas penser qu'il y ait d'autres médailleurs qui aient fait des portraits de souverains ottomans ou d'autres souverains ottomans que Mohamed II qui aient eu des médailles. C'est vraiment un moment très particulier dans l'histoire de l'art de la médaille que cette espèce d'effet spéculaire, donc où le sultan ottoman se mire dans ce nouvel art européen qui a encore une prérogative italienne, parce qu'en fait, au XVe siècle, on peut dire que la médaille est pratiquement uniquement en Europe, en Italie, où on a cette prolifération, on peut dire quand même 5 médailles différentes pour le même souverain par des artistes différents, c'est tout à fait exceptionnel. Alors, la question de leur ordre, elles sont toutes autour de 1480, comme vous l'avez compris. Mehmed II meurt en 1481. Donc, voilà la chronologie très serrée de cette production. La première, peut-être en date, est celle de ce Costanzo da Ferrara. Alors, on connaît un seul exemplaire d'une très belle médaille de ce Costanzo de Ferrara qui est signé, c'est comme ça qu'on sait que c'est de lui. Et on a, par les sources, on sait que le roi de Naples, Ferrante Ier, Ferdinand Ier si vous préférez, avait envoyé à la demande du sultan un peintre à Istanbul. Pour faire quoi ? On n'en sait rien. Donc, ce Costanzo est envoyé par le roi de Naples, Costanzo qui s'appelle da Ferrara, mais bon, il venait de Ferrare, on ne sait pas. Il avait épousé sa femme à Ferrare, en tout cas, elle était ferraraise. Mais lui s'appelle dans les documents aussi Costanzo de Mosche, donc c'est un juif, ce qui n'a pas été tellement remarqué d'ailleurs par les gens qui ont discuté de cette médaille. Et ce qui me paraît intéressant, parce que quand même les Ottomans ont accueilli
à bras ouverts et avec beaucoup d'intelligence les Juifs qui fuyaient l'Europe constamment depuis le XVe siècle. Ce qui fait que les Juifs avaient un réseau. Les Vénitiens choyaient les Juifs aussi parce que les Vénitiens avaient énormément de familles, de cousins, d'amis qui étaient installés à Istanbul. Donc le fait que ce peintre, dont on ne connaît pas une seule œuvre de ce Costanzo de Ferrara, en dehors de médailles que je vais vous montrer, de son œuvre de peintre, on ne sait absolument rien. Donc on choisit ce peintre, pourquoi? Peut-être parce qu'il avait ses connexions avec, sur place. En tout cas, il y reste de nombreuses années, ce qui est aussi étonnant, enfin c'est ce que nous disent les sources, et donc peut-être en 1478, à son arrivée, il aurait fait cette première médaille, donc avec ce très beau portrait de Mehmet II. Et vous voyez, ces grandes lettres, le lettrage, c'est aussi un élément très important dans notre appréciation de la qualité d'une médaille, des grandes lettres à l'antique, très correctes, très philologiques, qui contrastent justement avec les lettres de l'autre exemplaire. Donc celle-ci, on la connaît en un seul exemplaire, ce qui est tout à fait étonnant, alors que la deuxième médaille, on la connaît en de nombreux exemplaires, je dirais. Je ne sais pas combien il y en a. Vous voyez qu'il s'agit du même portrait et que, au lieu d'avoir l'inscription très élégamment qui flotte comme ça sur le fond uni de la médaille, elle est comme tenue dans un bandeau double, ce qui, du point de vue de la personne qui fait le modèle en cire, est beaucoup plus facile à faire que des lettres comme ça. Ça, c'est vraiment très difficile à réussir avec régularité. Cette médaille est aussi signée de Costanzo da Ferrara, donc il n'y a aucun doute, et porte une date, celle de 1481, qui est la date de la mort du sultan. Donc il y a quand même de grandes chances de penser que c'est déjà une médaille commémorative, une médaille qui rappelle l'existence et les traits de ce souverain qui vient de disparaître. Alors peut-être, oui, là il y en a qu'un, on fera pour on n'en a qu'un exemplaire ici. Mais vous voyez sur la photo, pour rebondir sur ce que disait Paul Froment, on peut voir que ces deux exemplaires sont probablement tirés de la même empreinte. Et je dis bien empreinte, vous voyez tout le problème. C'est-à-dire qu'il y avait une médaille qui est peut-être une de ces deux-là, il faudrait regarder en détail, ou une troisième médaille, qu'on a simplement, dont on a pris l'empreinte dans la cire ou dans du plâtre, et on a tiré une autre médaille, à une époque où tous les collectionneurs veulent avoir des séries complètes de ces médailles qui sont très rares. Et évidemment, à Paris en particulier, on a la preuve qu'il y avait des gens très industrieux qui multipliaient les médailles de la Renaissance pour les amateurs qui ne manquaient pas non plus. Et donc, quand on est très attentif, on se rend compte que, par exemple, des défauts, on le voit très bien, là, c'est le pointeur, c'est ça? Non. Ah oui. Ici, des défauts dans la cire qui sont exactement les mêmes dans les deux exemplaires. Donc ça veut dire que... et puis ce côté un petit peu mou, vous voyez, de l'ensemble, où on sent la cire, parce que l'idée des collectionneurs au XIXe siècle, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle les reprises à froid, il ne faut pas qu'il y ait de ciselure sur la médaille pour qu'elle soit ancienne. D'ailleurs, on écrit toujours ça aujourd'hui, alors que finalement, comme on n'en connaît pas de très beaux exemplaires, on n'en sait absolument rien. Mais c'était un critère d'appréciation qu'elle soit un peu brute de décoffrage, et donc ça nous permet de prendre les gens la main dans le sac et de voir qu'ils ont simplement moulé et remoulé un même exemplaire. Alors comme les gens étudiaient ces médailles qui n'étaient pas reproduites et pas faciles à reproduire par la photo, par des moulages en plâtre, qui étaient beaucoup plus objectifs à étudier, évidemment, tous les collectionneurs laissaient les gens faire des moulages en plâtre. Donc un bel exemplaire qui était à Paris a pu engendrer une quantité d'exemplaires en bronze, évidemment, presque infinie, parce que ces moulages en plâtre pouvaient tomber dans les mains de Liard ou d'autres fondeurs ou de Richard qui faisaient ce genre de reproduction. Alors voilà le revers de cette médaille. Donc vous voyez que vraiment la deuxième médaille, celle datée de 1481, qui est le même l'exemplaire présent à la Bibliothèque nationale, c'est vraiment une
une variante de cette première médaille très rare, donc unique, conservée à Washington, avec ici la signature de Costanzo en latin dans un cartouche à queue d'aronde, et ici sur la terrasse, Opus Costanti, donc gravé dans le sol. Cette médaille, donc on ne sait rien de ce Costanzo, encore une fois, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il est dans la droite ligne de ce qui va être le style dominant de la médaille en Italie dans le milieu et la fin du XVe siècle, c'est l'imitation de Pisanello. Tout le monde va imiter plus ou moins les médailles de Pisanello. Et donc ça va même conserver un caractère un peu archaïque, puisque le monde visuel de Pisanello, c'est quand même ce monde qu'on appelle du gothique international et qui n'était pas tellement dans l'idée de l'imitation de l'antique. Donc Pisanello va garder les costumes contemporains, des paysages, toutes sortes de choses qui vont disparaître de la médaille à la fin du XVe siècle. Vous voyez ici le revers de la médaille de 1481 avec le même personnage, donc on a son visage qui est montré à cheval. Donc c'est le preux, le cavalier, qui est à la fois à l'antique, mais aussi, comme tous ces preux médiévaux qui sont montrés, la figure du chevalier, du chef de guerre. Et il y a beaucoup d'exemples, ça ce sont que des médailles de Pisanello, avec des hommes à cheval au revers. Donc c'est quelque chose de très banal en même temps. Et c'est très intéressant de voir que cette médaille, qui est exceptionnelle, puisque on envoie exprès un artiste pour faire une médaille d'un souverain dont il n'y a pas de portrait. Il faut penser qu'à cette date, il n'y a pas de portrait de pape pratiquement en médaille. Enfin, ça commence tout juste. Elle est faite pour se fondre presque dans la masse d'une production qui existe déjà. Et c'est un objet très paradoxal, parce qu'on dit c'est le désir de propagande de Mahomet II vis-à-vis des Européens, mais c'est des objets produits par les Européens pratiquement pour eux-mêmes, parce que les Ottomans n'ont pas besoin de cette médaille, d'ailleurs qui n'a pas une inscription en turc ou en caractère arabe, qui n'est pas datée des années de l'Hégire, qui n'a aucun trait propre. C'est-à-dire que si on avait décidé à Naples de faire une médaille de Mehmed II pour soi, on aurait fait exactement pareil. Voilà. Il n'y avait même pas besoin d'avoir cette relation avec l'empereur. Et ça, c'est quand même un fait qu'il faut garder en tête. Alors, la deuxième médaille de Mehmed II est une histoire mieux connue que la précédente, puisqu'on peut en connaître la date assez précisément. Elle a été faite par un autre peintre que lui, on connaît bien, qui est Gentile Bellini, frère du plus célèbre Giovanni, qui était employé au Palais des Doges dans les années 1470, et la Sérénissime, le sultan réclame encore une fois un peintre et un sculpteur. On verra cette demande à répétition d'artistes de cour. Et donc on dit à Bellini, tu fais tes valises et tu vas à Istanbul travailler pour la cour du sultan. Il avait demandé à Sigismondo Malatesta, qui était seigneur de Rimini, de lui envoyer Matteo de Pasti. Matteo de Pasti, qui est un élève, enfin suiveur de Pisanello, a décliné l'invitation, mais ça explique que des médailles représentant Mehmed II ont été attribuées parfois à ce Matteo de Pasti. Donc il y a une inscription, des inscriptions qui sont toujours assez incorrectes d'ailleurs sur les titres qui ont l'air un peu douteux. Donc encore une fois, on dit c'est une médaille commandée par Mahomet II, mais personne ne semble capable d'écrire correctement ces titres en latin qui semblent en grande partie laissés à l'imagination ou à l'appréciation du médailleur. Je vous en montre plusieurs exemplaires. Donc il y a deux exemplaires à Paris. Peut-être on peut voir les exemplaires en vrai à la caméra. Et avant qu'on le fasse, je vous montre le plus à droite ou à gauche pour vous l'exemplaire de très belle. C'est celle qui est plus au milieu. Voilà. Et comme ça, voilà. Et les deux exemplaires de la BNF. Donc peut-être on peut zoomer puisqu'on est sur celle-ci. Vous voyez que et descendre un petit peu plus bas. Vous voyez que tout le traitement du vêtement
a cette espèce de reprise à froid un petit peu exagérée, poinçonnée, striée, qui fait comme un effet de velours, de police, enfin de texture, qui est quelque chose de vraiment profondément étranger au goût de la médaille du XVe siècle. Donc ça, c'est typique de ces médailles qu'on a améliorées, parce que elle n'était pas très vivante, puisque c'était une empreinte d'empreinte peut-être un petit peu dégradée, et donc on les a un peu revivifiées en ajoutant toutes sortes de détails à la surface. Alors, si on peut revenir au projecteur, donc vous voyez que dans l'exemplaire de Venise de la Cadoro, qui est un des plus beaux exemplaires que je connaisse, les lettres sont très bien faites, elles flottent un petit peu dans les exemplaires de la BNF. Les lettres, c'est vraiment ce qui voyage le moins bien de ces moulages, dans ces moulages successifs. Et vous voyez que les plans sont beaucoup plus simples et le profil, surtout le nez aquilin de Mehmet II est beaucoup plus aigu. Alors qu'il a ce nez un peu patatoïde là dans les exemplaires de la BNF, qui est aussi l'indice d'une dégradation évidemment du modèle. Ce n'est pas une simple idée de ma part, puisqu'il se trouve que Gentile Bellini a fait le portrait peint qui est conservé de Mehmet II, et on voit très bien qu'il a ce nez très fin, très, très, très aigu, comme un bec d'oiseau, qui, évidemment, il n'y a aucune raison que le même artiste l'ait représenté avec un nez complètement différent dans une médaille. Donc là, on a aussi un indice de ce modèle dégradé, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on a au revers de cette médaille? On a une composition qui est très simple et même un peu pauvre, même si elle est très forte, avec ces trois couronnes superposées et une inscription qui ne parle pas du modèle, mais qui parle simplement de l'artiste qui l'a fait, ce qui est assez extraordinaire, puisque comme il a mis tous ces titres plus ou moins exacts du sultan sur le droit, eh bien, au revers, on trouve les titres de Gentile Bellini, Chevalier d'Or et Comte Palatin, donc qui sont des titres que l'empereur, enfin peu importe qui, lui avait conféré quelques années avant, avec ces trois couronnes sans autre explication. Alors ces trois couronnes, on va les retrouver sur la prochaine médaille, celle de Bertoldo, mais évidemment, trois couronnes, pour un spectateur occidental, ça évoque tout de suite une chose très précise, c'est la triple couronne des papes, puisque vous savez que jusqu'au Concile de Vatican II, un des attributs des souverains pontifes, c'était ce qu'on appelle le trirègne, qui est justement une couronne superlative, puisque les papes n'ont pas une couronne ouverte ou une couronne fermée comme les empereurs, ils ont trois couronnes, c'est-à-dire plus que tous les souverains de la terre. Donc ces trois couronnes qui sont indiquées sur le portrait de Mehmet II, vous imaginez pour un spectateur occidental et potentiellement chrétien, le choc visuel de voir cet homme appelé imperator, donc un empereur en remplacement, en substitution de l'empereur byzantin qu'on a portraituré sans tant d'égard, comme vous l'avez vu dans la médaille de Pisanello, avec ces trois couronnes qui rappellent ce triple règne des souverains pontifes. Alors, il y a une espèce de guerre des chapeaux qui est assez drôle, parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'il y a quand même un renversement, il y a un problème de cette médaille de Jean VIII, malgré tout, qu'il faudrait reprendre encore plus précisément, puisqu'on voit très bien que ce chapeau spécifique des Byzantins, de cette espèce de truc avec une visière et un cône, enfin, qui est vraiment tellement particulier, il est utilisé au XVe siècle toujours d'une manière négative en Occident. C'est-à-dire pour montrer Ponce Pilate, par exemple, donc pour montrer des souverains mauvais. Et ça va jusqu'à un renversement complet, puisqu'après la prise de Constantinople par les Turcs, eh bien, le chapeau de l'empereur byzantin, et même son portrait, puisque vous voyez que cet homme caricatural avec sa grande barbe ne ressemble à aucun des souverains turcs, devient, dans cette gravure, le Grand Turc. Donc quand on monte le Grand Turc vers 1500, on montre une image déformée de Jean VIII, paléologue connu par la médaille. En revanche, là, cette histoire de la triple couronne du trirègne, j'ai montré juste cet exemple qui est un peu plus tardif pour nos médailles, mais qui est amusant, puisque Jules II se fait faire un trirègne absolument
d'un luxe absolument incroyable qui a été détruit par Napoléon, évidemment, avec des pierres énormes et une énorme émeraude qui existe toujours d'ailleurs, une énorme émeraude orientale sculptée qui existait à ce sommet. Donc c'était vraiment la tiare par excellence, née au début du XVIe siècle. Et Soliman Ier a fait faire à Venise, donc on est encore dans les mêmes milieux, dans les années 1530, une tiare avec 4 couronnes, comme vous pouvez le voir. Donc c'est copié de la tiare pontificale, mais avec encore une couronne supplémentaire. Et cette couronne, ce qui est extraordinaire, elle a été dessinée par un ambassadeur vénitien, un Gritti, donc qui était un fils illégitime du doge du même nom. Elle a été faite par un orfèvre vénitien et exposée dans la liesse générale sur le pont du Rialto en 1530. Donc vous voyez que quand on nous parle des valeurs qui sont sous-tendues par tous ces actes politiques dont on entend beaucoup parler aujourd'hui des valeurs, on peut se demander quelles sont la valeur de ces valeurs, puisque effectivement les Vénitiens, grands défenseurs du christianisme, qu'on les arrange, fabriquent une espèce de parodie de la tiare du pape pour l'offrir à leur ennemi, soi-disant, qui incarne tout ce qu'il faut combattre. Alors, une petite parenthèse sur peut-être l'histoire la plus intrigante de ces médailles de Mehmed II. C'est cette fameuse médaille qu'on appelle la médaille de Jean Tricaudet, du nom de la personne qui a fait inscrire en français au revers « Jean Tricaudet de Selonget a fait faire cette pièce ». Bon, voilà, on prend ça comme un fait. Et sur le droit, on a donc ce profil d'homme qui ne ressemble pas tellement aux autres portraits de Mehmed II, ce qui est quand même un problème, mais on nous dit le grand prince, Mahomet, etc. Donc, bon, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, apparemment, si on croit l'inscription de cette médaille. Donc, il y a donc 2 exemplaires à la Bibliothèque nationale qui ont été largement oubliés par les gens qui ont discuté de cette médaille. Et donc, si c'est le jeune Mehmed II, évidemment, c'est très ancien, parce que vous voyez, il a une 50aine d'années quand il meurt, il les porte pas très bien, hein, c'est un homme assez délabré, donc il faut vraiment qu'il soit très jeune pour être comme ça. Il est monté sur le trône, il avait une 12aine d'années, mais ça pose un problème, parce que si c'est une médaille faite vers 1460, mettons, qui pouvait faire une médaille comme ça en 1460. Les candidats ne sont pas nombreux. En tout cas, pour moi, je peux dire que c'est une médaille qui est inconcevable en 1460. Ne serait-ce que par la découpe du buste. Un buste découpé comme ça, avec cet effet de textile à l'intérieur, ça existe, mais ça existe plus tard. Donc il y a un problème déjà dans le portrait de sa légende. Est-ce que c'est Mahomet II? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En tout cas, c'est un problème. Le fait que le revers n'ait rien à voir, évidemment, avec l'effigie est aussi un problème, parce que vous avez vu qu'une médaille, elle se comprend toujours dans ce dialogue entre la face et le revers. Et il parle d'une personne qui a fait fabriquer l'objet. Quel objet, on ne sait pas, puisqu'on n'a sûrement pas cette médaille originale, qui a fait faire ce Jean Tricaudet de Selonget. Alors évidemment, on a cherché qui était ce Jean Tricaudet de Selonget. C'est une famille de petite noblesse de Bourgogne qu'on connaît par les archives, par des choses absolument insignifiantes. Donc il y a plusieurs gens dans cette famille. Il y a un grand-père, évidemment, le petit-fils, 2 générations après, qui prend le nom de son grand-père. Il y en a un qui est un peu trop tôt pour être commode, un autre qui est un peu sous François Ier, ce qui serait plus intéressant. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que ce n'est pas Mahomet II qui est sur la médaille. Vous voyez en plus que la forme des lettres n'a rien à voir entre le portrait et les lettres gravées avec ces caractères qui, selon moi, ont l'air plutôt assez tardifs au XVe et sont difficilement imaginables en 1460. Mais bon, il faudrait demander à un paléographe que je ne suis pas. Donc, il y a un problème de comprendre quand même ce Jean Tricaudet a fait faire cette pièce, et quel Jean Tricaudet. Est-ce que c'est celui qui vit sous François Ier, ou est-ce que c'est celui du milieu du XVe siècle? Alors, voilà, pour vous dire
fond de ma pensée. Donc il y a cette médaille très bizarre également à laquelle Paul Froment a fait allusion, qui est le portrait de Mehmet II que ne possède pas la BNF, le seul qu'elle ne possède pas, qui est une médaille très rare, qu'on dit de l'atelier de Pisanello. Donc voilà exactement la médaille qui ressemble un peu à celle de Costanzo da Ferrara, avec le paysage, les rochers, le petit arbre, le buste coupé qui vient au bord de la médaille, donc tout ce qu'on attendrait dans une médaille des années 1460, avec un homme d'ailleurs qui peut être tout à fait Mehmet II dans ses années de jeunesse. Alors vous voyez le monde quand même esthétique et stylistique qui sépare ces deux œuvres. Alors il est arrivé un élément nouveau et obscurcissant, j'allais dire, à cette histoire, puisqu'il est apparu dans une collection particulière un exemplaire uniface, comme on dit. Un exemplaire uniface, déjà pour une médaille, c'est une fiction de collectionneur, parce que si c'est un exemplaire uniface, ça veut dire que c'est juste un moulage où on a moulé qu'un seul côté, parce que mouler un seul côté, c'est très facile. Pour avoir les deux côtés, il faut déjà faire une opération de fonte beaucoup plus complexe. Donc, en tout cas, on a cet exemplaire proposé à la vente pour la somme de 2 millions de livres tout de même, ce qui est, je ne sais pas à quel prix il s'est vendu finalement, parce que cet exemplaire, ce seul exemplaire nouveau, il y a une inscription en arabe de la Bismillah dans le turban du sultan, donc qui montre quand même un exemplaire beaucoup plus élaboré. Vous voyez que le costume, le brocart n'est pas du tout le même que dans les deux exemplaires de la BNF, donc et elle est plus grande, ce qui est l'indice qu'elle est avant dans le cycle, puisque plus on les moule et plus les médailles deviennent petites, puisqu'il y a du retrait à chaque fois qu'on moule et qu'on recoule en bronze. Donc il y a autre chose de plus ancien que cette médaille de Tricaudet. Donc qu'est-ce que c'est que cette médaille de Tricaudet? Est-ce que c'est déjà un exemplaire transformé avec un costume un peu différent d'un original qu'on ne connaît pas? Voilà, ça reste une énigme peut-être encore plus compliquée qu'elle ne l'était autrefois. Voilà le revers du bronze de la BNF avec l'inscription qui est très claire. Bronze qui est plus grand, plus petit d'ailleurs que l'exemplaire en argent, ce qui pose le problème d'ailleurs de savoir à partir de quoi l'exemplaire en argent a été fabriqué peut-être au XVIIe siècle. Alors la dernière médaille dont nous allons parler aujourd'hui est celle due à Bertoldo di Giovanni, qui est le sculpteur de Laurent de Médicis, et collaborateur de Donatello, qui lui n'a fait aucun voyage, mais a reçu cette commande de Laurent de Médicis comme un acte purement politique. Et c'est peut-être la médaille pour laquelle on peut mieux comprendre les intentions des gens qui l'ont produite. Alors, Bertoldo n'ayant pas été à Constantinople, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement copié la médaille de Gentile Bellini. Alors, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que on sait que la médaille était à Florence en 1480, quand la médaille de Bellini a été faite, évidemment, d'abord parce qu'elle a servi de modèle, même jusque dans le costume, et aussi parce qu'il y a une source qui indique que les Vénitiens ont envoyé cette médaille. Donc, j'en reviens à mon histoire de pourquoi. Les Vénitiens qui ont fait cette médaille, qui ont envoyé quelqu'un pour faire une médaille à Istanbul, on dit c'est la propagande du sultan vers les cours européennes. C'est vrai, puisqu'il s'adresse à eux dans un langage, c'est comme s'il avait appris à parler européen en fabriquant une médaille. C'est un langage que les Européens comprennent. Mais c'est moins ça l'usage premier de cette médaille. Cette médaille, les Vénitiens montrent que eux, Vénitiens, ont fabriqué la médaille du pouvoir le plus important dans l'économie de la Méditerranée de l'époque, c'est-à-dire celle du sultan. Et s'ils envoient cette médaille aux Florentins, c'est bien pour leur dire quelque chose de qui ils sont eux Venise, et pas pour leur parler du sultan qu'ils connaissent très bien. Donc, Laurent de Médicis accuse réception littéralement de cette médaille, demande à son artiste de faire, qui est un sculpteur, encore une fois, pas un médailleur, de faire cette médaille de Mohamed II. C'est assez drôle parce qu'on voit qu'il y a un mouvement
d'aller-retour, en quelque sorte de régression, parce que les lettres utilisées par Bertoldo, lui, revient encore à ces histoires de Pisanello qui sont quand même vraiment très démodées à cette date, avec des lettres comme on n'utilise plus dans les médailles depuis longtemps, mais parce qu'il se réfère à ces modèles un petit peu démodés. Donc le portrait dérive de celui de la médaille de Bellini, mais pour le revers, alors là, Bertoldo et les Florentins montrent qu'ils vont dépasser largement les 3 couronnes un peu plates, disons presque abstraites de Bellini, et faire une grande composition allégorique dans le grand style, où on voit donc un char de triomphe sur lequel se tient un homme en costume mahométan, comme on aurait dit à l'époque. Donc on voit qu'il est habillé en turc, il a des espèces de pantalons collants avec un peu bouffant à la taille, il a un turban sur la tête, ce qu'on voit pas bien sur l'exemplaire de la BN, mais je vous ai mis l'exemplaire du Louvre qui est un petit peu plus clair. Par parenthèse, cet inventaire, notre exemplaire vient de la collection d'Armand. Curieusement, il n'était pas dans sa donation. Et vous voyez comment il est abîmé en haut, là au-dessus de la tête du génie qui est sur le char. Et vous voyez c'est abîmé au même endroit dans l'exemplaire de la BNF. Donc là encore, c'est des médailles qui ont été produites à Paris, sûrement au XIXe siècle. Et donc derrière ces traîner sur ce char de triomphe comme un empereur romain, vous voyez l'explication des 3 couronnes, donc qui sont les 3 provinces conquises par le sultan, la Grèce, Trébizonde et l'Asie, donc qui sont ces 3 figures tenues par cette espèce de lasso un peu naïf, mais qui nous explique ces 3 couronnes, donc ces 3 royautés dont le sultan pouvait se prévaloir. Alors, il y a la chronologie de cette médaille est très serrée, puisque la médaille arrive en 1480 à Florence, on décide de la fabriquer, mais on sait qu'en 1481, Mahomet II est mort. Donc l'idée de lui offrir une médaille vraiment très après cette date est complètement périmée, surtout qu'on a su sa mort très rapidement. Et c'est à mettre en rapport avec un autre événement. Si vous voyez sur le char, sur la guirlande, vous devinez, il y a une espèce de petit motif. Je ne sais pas si vous... ici. Voilà, ce petit motif, en fait, c'est un trône avec des flammes. Et ce trône avec des flammes, c'est ce qu'on appelle le trône périlleux. Donc c'est le trône de la légende arthurienne sur lequel on ne peut pas s'asseoir, etc. Donc c'est un élément d'imaginaire chevaleresque que les rois d'Aragon, c'est-à-dire les souverains de Naples, ont pris comme emblème. Et il se trouve que en 1480, les Turcs ont débarqué en Italie du Sud, c'est-à-dire dans le royaume de Naples, où ils ont pris la ville d'Otrante, qu'ils vont tenir presque pendant 1 an jusqu'à la mort de Mahomet II. Et en fait, c'est le désordre de la mort de Mahomet II qui va faire que les Turcs vont devoir quitter Otrante et l'Italie du Sud par la même occasion. Et la prise d'Otrante, c'est, j'allais dire, c'est un peu le Boucha de 1480. Les horreurs qui sont faites pendant la prise d'Otrante scandalisent l'Europe de l'époque. Et pourtant, vous voyez que Laurent de Médicis montre qu'il est absolument au courant de l'actualité, puisqu'il indique que ce génie donc, qui représente le triomphe de l'armée ottomane, en quelque sorte, eh bien, sous ses pieds, il y a le symbole de la royauté aragonaise à Naples, donc ce trône périlleux qui montre que non seulement il a déjà assujetti toutes ces provinces de l'Asie, mais qu'il est en marche pour conquérir un morceau du royaume de Naples. C'est assez drôle puisque c'est Ferrante Ier, donc le souverain qui est à Naples et qui perd Otrante dans ces années-là, qui avait lui-même envoyé le premier médailleur, vous vous souvenez, Costanzo da Ferrara, pour faire le premier portrait de Mehmed II, qui reçoit maintenant une médaille de Laurent de Médicis qui approuve de la conquête qui a été faite, etc. etc. Donc vous voyez encore une fois cette notion de toutes ces médailles qu'on montre comme une espèce de merveilleux échange artistico-intellectuel entre le monde musulman et la chrétienté, entre l'Est et l'Ouest. En fait, elle parle un peu d'autre chose, et surtout d'autre chose, c'est-à-dire de politique européenne, puisqu'il se trouve que le duc de Calabre, donc qui est l'héritier du roi de Naples à cette date, il était occupé dans le sud de la Toscane à embêter les Florentins, et à cause de l'invasion des Turcs,
les Napolitains sont obligés de se retirer de la guerre et d'aller défendre leur propre territoire. Donc en fait, l'invasion turque faisait tout à fait les affaires des Florentins, et ça explique pourquoi Laurent de Médicis a pris soin. Mais vous voyez de quelle manière subtile, puisqu'il envoie pas ce message aux Napolitains, il envoie ce message à Mehmed II dans ce langage qui peut-être d'ailleurs n'était pas explicite sans un occidental qui devait expliquer pourquoi, ce que représentait exactement cette allégorie. En ce sens, ces médailles obéissent un peu au modèle que j'ai appelé de l'objet distant, c'est-à-dire d'un objet qui est fait dans une espèce de vide entre deux mondes qui ne parlent pas tout à fait la même langue et qui est également étranger pour les deux. Pour un Turc ou pour un Ottoman, que ce soit au XVIe siècle, au XVe siècle ou aujourd'hui, c'est des objets qui n'ont comme rien à voir avec l'art ottoman. C'est un objet purement italien ou purement occidental. Mais pour nous, on y voit avant tout l'image d'un souverain non européen. Alors qu'en fait, c'est un objet qui est évidemment les deux, mais qui est ni l'un ni l'autre, puisque c'est un objet, vous voyez, qui fonctionne dans son propre système et dans sa propre logique. C'est pour ça que c'est un épisode vraiment très curieux et très marginal, finalement, de ces premiers développements de la médaille et d'une des premières fois où elle est vraiment utilisée, où elle exprime, disons, des tensions et des attentes de la politique internationale. S'il y a des questions, peut-être... Les premières 3 médailles de Mehmet II, où vous avez dit qu'ils étaient dans la même frappés à partir de la même pièce ou la même moulage. Ben, quand on les regarde, si on peut les regarder, les nez sont tellement différents dans les 3, et le regard, comment peut-on dire que c'est à partir de la même... voilà, non, avant... Non, il y en a 2 qui sont... Voilà, c'est ça. Oui, il y en a non, 2 qui... non, c'est avant. Oui, c'est ceux-là qui sont... ça. C'est là où... Oui. Alors, les nez sont extrêmement différents. Il y en a 2 qui sont pareils et un qui n'est pas pareil, quand même. Il y a un problème d'éclairage pour les 2 oui. premières. Oui. Mais en réalité, elles sont vraiment très très proches, les 2 premières. C'est la troisième qui est très différente. Mais oui, c'est pas la même lumière, effectivement, sur les 2 premières. Mais parce que celui de droite, le nez est très très crochu. Oui, tout à fait. Oui. C'est ce que j'ai fait remarquer, oui, bien sûr. Oui. Ah oui, ok. Les 2 premières donc, sont celles de la bibliothèque, et donc elles sont sur la table. Ce sera possible aussi après de se rapprocher pour aller jeter un coup d'œil rapproché. Mais ce que vous dites est important, parce que ça ne veut pas dire que l'exemplaire le problème des médailles, c'est qu'il faut distinguer le prototype des exemplaires. Donc on peut dire que l'exemplaire de la Cadoro est sûrement plus proche de l'original. À quel degré, on n'en sait rien puisqu'on ne connaît pas l'original. Mais en tout cas, c'est un très bel exemplaire et qui a des chances d'être d'après ou même d'être vraiment ancien. Alors qu'on voit que les exemplaires de la BNF sont des exemplaires déjà dégradés qui viennent d'un exemplaire qu'on ne connaît pas, mais qui avait peut-être déjà ces reprises de fourrure ou de je ne sais quoi, de texture, qui ne sont pas ciselés dans les exemplaires de la BN, qui sont moulés directement, mais sur un exemplaire qui a été retravaillé. Et ça, ces exemplaires retravaillés, c'est plutôt des choses qu'on produisait au XVIIe ou au XVIIIe siècle, pour avoir des belles séries très nettes, vous voyez, et qu'ensuite on aurait remoulé sans les retravailler, parce que c'est l'idée qu'on se fait alors des médailles, qui ont toute cette couleur d'ailleurs de patine florentine, comme on disait, ou patine médaille, qui ont toutes le même marron uniforme dans toutes les collections du monde.
Oui, mais ça vient beaucoup il faut les voir dans la même lumière pour pouvoir. Vous pourrez les voir peut-être sur la table. Ouais. Mais en général, on peut en avoir la certitude plutôt moins par une impression générale que si on regarde vraiment des détails, une lettre par exemple qui est un petit peu tordue. Et là, on peut vraiment déterminer, même pratiquement, si on avait un pied à coulisses avec des divisions assez fines, on pourrait même savoir laquelle des deux a été faite avant si elles n'ont pas été tirées en même temps du même moule, ce qui est aussi possible. Est-ce qu'on sait le nombre de médailles qui se conservent dans tout le monde de ces plus anciennes? Le nombre, la quantité. Il y a 5, 10 de ces médailles les plus anciennes. En général, de n'importe quel... En général, dans tout le monde? Non. On ne le sait pas? Non. Parce qu'en fait, par exemple, les médailles n'ont presque jamais de provenance. Avant... Quand il y a une provenance au XVIIe siècle, comme Paul Froment disait, c'est déjà extraordinaire. Souvent, elles apparaissent dans les collections au XIXe siècle. Alors, on pourrait savoir plus qu'on ne sait, mais peut-être parce qu'on n'est pas assez curieux, parce que, par exemple, pour les médailles de Sigismondo Malatesta ou les médailles de Paul de Barbeau, du pape, ils s'en servaient dans des dépôts de fondation. Donc, ils étaient obsédés par cette histoire de médailles, et dès qu'ils faisaient des travaux dans un bâtiment, ils mettaient des médailles partout pour que les archéologues du futur les trouvent, puisqu'on trouvait des monnaies dans les monuments antiques, donc il fallait les semer pour être sûr qu'on les trouve dans le futur. Donc au Palais de Venise, quand on a fait des travaux, en particulier à l'époque de Mussolini, on a trouvé plein de ces médailles de Paul de Barbeau, et qui sont d'ailleurs des médailles d'une qualité très moyenne. Mais on n'a jamais même fait d'analyse de l'alliage du métal pour voir si on pouvait savoir quelles étaient des médailles plus anciennes, les distinguer des faux du XIXe siècle. À Rimini, c'est pareil, au musée de Rimini, il y a toute une collection de médailles trouvées dans les fondations des bâtiments. Donc celles-là, elles sont sûrement du XVe siècle. Mais ce n'est pas des beaux exemplaires, c'est des exemplaires très sériels qui étaient faits pour être enterrés. Donc on ne peut pas répondre à cette question. Juste, c'est aussi un élément intéressant autour de l'historiographie, autour du regard qu'on a posé sur les médailles, parce que souvent au XIXe siècle, on a considéré qu'un exemplaire qui était de mauvaise qualité, très faible, on a considéré que c'était un surmoulage, alors qu'effectivement, dès le XVe siècle, on surmoule et qu'on fait des exemplaires de faible qualité, notamment effectivement pour tout ce qui est le cas des médailles de fondation, et ça doit nous obliger aussi à réinterroger en fait cette question de la qualité de ce qu'on a sous l'œil, parce que en réalité, quand on fait un surmoulage, on peut tout à fait venir retravailler l'empreinte qu'on a faite pour ensuite obtenir un meilleur exemplaire. Et là, je crois que justement, on a bien montré que ça indiquait parfois au contraire des productions 17e ou 18e ou 19e en fonction de beaucoup de critères. Mais là, il y a eu une lecture trop linéaire autour de l'idée que moins la qualité de la médaille était importante, plus on avait de surmoulage, alors qu'en réalité, ça montre aussi qu'en fonction de l'usage qu'on lui destine, on est plus ou moins attentif à la qualité du tirage. Et donc, nous, on a vraiment... On n'a pas moyen d'avoir l'idée de combien d'exemplaires originaux ou vraiment très anciens on aurait, ne serait-ce que parce que beaucoup de collections ne sont pas publiées ou très mal publiées. C'est le cas, effectivement, de la collection de la BNF, où pour le coup, on est sûr qu'il y a des exemplaires très anciens. Mais effectivement, il y a un manque de travail, de publication d'un côté. Et puis par ailleurs, effectivement, faire des analyses de l'alliage, ce serait intéressant, mais il faudrait le faire de façon très systématique. Et pour l'instant, il y a... Et c'est des exemplaires bien connus, effectivement. Et c'est un travail qui a été très peu fait. La collection de Dreyfus, donc, qui est arrivée à Washington, en l'occurrence, l'intérêt du catalogue, notamment, c'est que on a le détail des alliages. Mais c'est à peu près le seul catalogue qui fait ce travail. Et puis, comme on ne sait pas comment ont été faites les mesures, avec quel appareil, donc on est obligé de le prendre relativement.
Donc on sait quand ils ont 3 médailles, on sait qu'elles ne sont pas de la même composition, qu'il y en a une avec du laiton ou pas, mais on ne peut pas corréler ces mesures avec des mesures qu'on ferait aujourd'hui avec un appareil qui ne serait pas étalonné de la même manière. Donc tout ça est assez difficile. Il faut penser que la question de l'étude des médailles est née et a été immédiatement polluée par le fait que les médailles, c'était des monnaies. Les gens appelaient médailles, comme vous l'avez dit, des monnaies et des médailles. Donc une monnaie, on peut avoir un bel exemplaire, un exemplaire moyen ou un exemplaire très moche, suivant la fraîcheur du coin. Donc l'idée qu'il y ait des mauvais exemplaires en médaille alors qu'elles sont fondues, donc c'est pas possible d'avoir un mauvais exemplaire, à la différence d'un exemplaire frappé où on peut avoir un exemplaire de moindre qualité au fur et à mesure que le coin s'abîme. Mais puisque à chaque fois on refait une cire pour le fondre, on devrait garder une qualité des exemplaires. Mais comme c'était pour l'iconographie, on acceptait très bien d'avoir un exemplaire très mauvais du moment qu'on avait le Mehmet II de Constance. C'était une médaille rare, on était content déjà d'en avoir un. Alors que dans le fond, pour une monnaie, on n'aurait pas accepté d'avoir une restitution ou un surmoulage. On aurait déjà dénoncé ça comme un faux au XIXe siècle. Donc il y a une confusion entre la monnaie et la médaille, et puis entre l'intérêt iconographique et historique, disons, et l'objet matériel, qui n'a pas tellement été étudié, même par les historiens de la médaille, qui s'intéressent plutôt au prototype. D'ailleurs, dans les livres, on parle toujours du prototype et très rarement des exemplaires particuliers. On en a quelques-uns pour Pisanello, qui est un exemple très précoce et tout à fait exceptionnel. Et après, pour les époques plus tardives, oui, mais pour le 15e, pratiquement pas, non. Non. On ne leur accordait pas une importance... non. Pour Pisanello, c'est exceptionnel parce qu'il y a ces grands livres, vous savez, ces codex qu'on appelle Vallardi, où les dessins de Pisanello ont été recueillis dans son atelier pour former. Mais les dessins, c'est conservé que s'il y a un événement extraordinaire comme ça, où quelqu'un a l'intérêt de réunir des choses qui étaient des choses de travail. On aurait pu être admiratif du dessin préparatoire et se dire... Oui, mais on admire le dessin vraiment seulement plus tard. On commence à les collectionner vraiment bien après. Oui. Alors celle, donc la médaille tricodée, moi, le type de turban est effectivement absolument pas turc. En revanche, il est très proche des turbans qu'on a en Inde. Alors, est-ce que vous avez tenté de regarder ou alors c'est une image apposée sur un souverain exotique et donc on lui met à ce moment-là effectivement un turban indien, même si on a peut-être l'intention de représenter un turc, mais ça m'étonnerait quand même. Mais effectivement, il y a peut-être à chercher du côté de l'Inde. Et en plus, pour l'Inde, comme les Indiens étaient beaucoup plus ouverts à tout ce qui était image, pour les Moghols, on connaît très bien les petits médaillons, les choses comme ça. Mais c'est vrai que il y a pas, là, je vois pas qui ça pourrait être côté Moghol. Et puis c'est pas le visage, des visages connus pour moi. Mais il y a tellement d'autres dynasties en Inde à la même période qu'on pourrait imaginer. Je ne sais pas. Merci. J'aurais pas osé le dire, mais j'ai pensé effectivement que c'était à regarder de ce côté-là. Mais dans la mesure où la médaille est un art occidental, vous voyez que même la question de l'adéquation du portrait à l'inscription doit être mise en cause. Et d'ailleurs, on pourrait montrer de nombreuses médailles occidentales avec le portrait d'un tel, et on sait que c'est pas lui. Parce qu'on voulait créer un portrait fictif d'un personnage dont on n'avait pas l'image et qu'on a pris l'image de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça existe dans les portraits peints, dans les portraits sculptés, où on va décider que pour avoir un Titien, n'importe quel type avec une barbe, l'Arétin, par exemple, va faire l'affaire. Donc, il y a tellement d'aspects dans cette médaille qu'on ne comprend pas, de son inscription, de son commanditaire, ou en tout cas le type qui a fait fabriquer un exemplaire inconnu. La raison d'être de ces 3 têtes d'aigle qui ne sont pas dans les armes de ces tricodés. Non, ça irait mieux.
Si vous permettez, moi je vais compléter un peu ce que vient de dire ma collègue. Vous savez qu'à la mort de Mehmet II, il va y avoir un problème de succession. Et notamment, vous avez James Sultan qui va venir en Occident, puisque Bayazid II, qui succède à Mehmet II, en fait, va se combattre son frère, et son frère va chercher de l'aide auprès des chevaliers de Roth qui vont l'envoyer en France. Il va séjourner à Bourganeuf, et après, il va séjourner à la cour des Borgia. Et effectivement, lui-même, plus tous les compagnons qui l'accompagnaient, parce que c'était un prince, il avait une vingtaine de compagnons dont on a le récit de son séjour en Occident, et il va finir par mourir à Naples, probablement de la peste dans les troupes de Charles VIII. Mais du coup, est-ce que ça ne peut pas, là aussi, être un personnage qui aurait, alors peut-être pas James lui-même, mais un des personnages de cette troupe qui aurait servi de modèle, en quelque sorte, pour symboliser un oriental, voilà. C'est une hypothèse parmi d'autres, hein, voilà. En tout cas, il y a 2 points qu'on peut... il ne ressemble pas tellement à Mehmet II tel qu'on le connaît. La médaille ne peut pas dater de la jeunesse de Mehmet II pour des questions de style, et elle a l'air vraiment d'une médaille du XVIe siècle. Et en plus, il y a cette question du turban que moi j'ai cherché. Effectivement, c'est un genre de turban qu'on trouve en Inde et jamais chez les Ottomans, qui ont vraiment toujours, en plus après, des turbans encore plus volumineux et jamais ces turbans qui découvrent la nuque rasée. Et j'ai presque l'impression que celle qui est sortie chez Bonhams, quand je l'ai regardée, c'est comme si ces gens-là qui l'avaient éventuellement refaite ou essayé de copier celle qui était à la BNF, je me suis même demandé si ce n'était pas des gens qui connaissaient la peinture indienne, parce qu'en fait, dans les turbans indiens, vous avez une petite aigrette, et c'est comme s'ils l'avaient affinée, parce qu'on la voit mieux que sur celle de la BNF, comme s'il y avait un regard porté par quelqu'un qui connaît cette iconographie. Je sais pas, en tout cas, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit quand j'ai vu les 2. Oui, ça ressemble beaucoup aux portraits qu'on voit dans les albums. Il avait retouché volontairement pour faire plus indien. C'est étrange. Je suis un peu intrigué parce que dans certaines de ces médailles, il y a un petit trou. Je me demandais si à l'époque, quand les grands personnages recevaient ces médailles, ils les conservaient dans des médaillers où c'était exposé, ou parce que je pense que ça devait être jusqu'à... Louis XIV mettait ça dans des médaillers et les montrait à des personnages illustres, mais c'était intime. C'était pas montré à tout le monde. Je pense que dès le début, ça a été comme ça. Et pourquoi il y a ces petits trous? Est-ce qu'on les a mis sur des... Comme on voit dans le portrait de Dreyfus, ou je sais plus, où il y a un cadre avec les petites... Alors, donc, ça serait récent, cette manière de les exposer. Ça serait récent. Alors, ça répond effectivement à une pluralité de dispositifs de monstration des médailles, puisque... à partir du moment où la médaille existe, effectivement, elle est faite pour voyager, parce que c'est quand même l'intérêt de la médaille, c'est qu'elle tient dans la main, et donc effectivement on la donne lors d'ambassades, on la distribue, on l'envoie au loin. On a quelques récits du XVe siècle, d'ailleurs, qui nous racontent un petit peu comment ça se passe. Il y a presque une cérémonie d'échange de médailles où on regarde les médailles. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'à l'époque, c'est surtout le droit qui va alimenter la discussion, où on regarde la médaille, on regarde le portrait, on va apprécier le portrait avec toute une série de compliments qui sont ceux qu'on attend à l'époque sur la beauté de la personne représentée. On la retourne pour regarder le revers. Et souvent c'est le revers aujourd'hui qui nous pose le plus de problèmes, comme Philippe Malgourde l'a dit, parce qu'on a beaucoup de problèmes de lecture, surtout pour les médailles du milieu du XVe siècle, où il y a tout un système allégorique extrêmement complexe qui est mis en œuvre. On regarde rapidement, puis ensuite on revient très vite quand même au droit. C'est surtout le droit qui est intéressant du point de vue et donc effectivement après on conserve ça vraisemblablement dans des meubles qui peuvent être des cabinets, ce genre de choses, jusqu'à petit à petit à la naissance du médaillé. Mais effectivement, un autre dispositif de monstration qui apparaît plus tard, effectivement, c'est de percer la médaille pour pouvoir l'accrocher
avec un petit clou. Ça dépend aussi de la taille de. Il y en a qui, on peut les avoir comme quelques objets qu'on a dans un cabinet au milieu d'autres choses. Dans une grande collection de médailles, il est plus probable qu'ils vont être rangés dans un meuble exprès, mais autrement, ils peuvent être accrochés avec d'autres images. Et c'est assez amusant parce qu'on peut faire presque l'archéologie de ces percements, parce qu'on voit les percements qui sont faits après la fonte de la médaille, on voit des exemplaires qui ont été fondus avec le trou moulé, sans penser que le trou était l'indice que c'était pas possible. Et les exemplaires où on a été plus malin et on a bouché le trou. Mais dans la cire, il est resté une petite empreinte de ce vieux trou qui permet parfois de retrouver l'exemplaire troué qui a servi à être surmoulé. Donc tout ça, ce sont des indices matériels qui peuvent nous aider à comprendre à quoi on a affaire devant un exemplaire particulier. Non, vous avez quelques minutes pour regarder les médailles d'un peu plus près, si vous le souhaitez.